Je vais juste appeler Youssef qui nous rejoint. Il est là. Alors, Youssef, Sharaf, Hassan, et je donne la parole à Omar. Ça se passe ici. Bonjour à tous. Merci. Non, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Omar Yacoubi, je suis le président de la FNCL et on est là ce soir avec Halis pour vous présenter quelques pistes de réflexion que nous avons eues sur le stock stratégique sur le béton. C'est un cas pratique qu'on voudrait échanger avec vous et puis recueillir aussi vos réflexions pour pouvoir faire évoluer ce cas pratique. Donc, suite à deux discours de Sa Majesté, qui nous ont fortement incité à construire un stock stratégique sur le blé tendre, entre autres le blé tendre, pour obtenir la réserve stratégique de produits de première nécessité. Nous, à la Fédération, à la FNCL, nous avons réfléchi à qu'est-ce que pourrait être un stock sur le blé tendre, en sachant que ce stock sur le blé tendre peut être étendu à d'autres céréales, notamment le maïs, le blé dur et l'orge, pour subvenir aux besoins du pays. Bon, nous avons connu plusieurs chocs en termes des chocs logistiques. Bon, c'est pas aussi grave que les chocs nucléaires dont parlait Hicham ce matin, mais ça a quand même impliqué des perturbations logistiques assez importantes sur le Maroc. Et même si nous n'avons jamais connu la pénurie, c'est une question qui s'est posée à certains moments, notamment lors du Covid, ensuite lors de la guerre en Ukraine, et puis après lors du démarrage de la guerre en Ukraine. Bon, le Covid, c'était pas le premier choc. Le premier choc, on l'a connu en 2008. Bon, vous vous rappelez tous, j'imagine, la hausse spectaculaire des prix des matières agricoles. Et ensuite, en 2010, il y a eu une terrible sécheresse, il y a eu des incendies en Russie qui ont empêché la récolte de se faire correctement, puis il y a eu le ban des exportations russes, donc ils nous ont fait souffrir en 2010. En 2012, une sécheresse américaine. En 2014, la première guerre d'Ukraine. En 2018, la forte sécheresse. Et puis en 2020, le Covid. Le Covid a amené deux choses très très importantes. C'est un comportement protectionniste de la part des opérateurs publics. Donc on a vu des opérateurs publics qui allaient agir comme des prédateurs sur les matières dont ils avaient besoin. Et aussi une panique de la part des importateurs parce qu'ils pensaient manquer de beaucoup de produits. Et ici même au Maroc, nous sommes allés sur le blé dur à des stocks historiquement très très bas. Et heureusement, on a pu dépasser cette difficulté-là. Et donc en face, voilà, donc là on voit la demande croissante des céréales et tous les pays qui importent grandement des céréales pendant cette période-là. Ouais. Donc là on a été amené au sein de la fédération, donc dont une partie du bureau est là avec moi. On a été amené à réfléchir qu'est-ce que c'est qu'un stock stratégique. Donc pour nous, un stock stratégique, c'est un stock qui est à la disposition de l'État, qui est situé sur le territoire national, parce qu'on s'est aperçu que les difficultés logistiques parfois empêchaient l'acheminement des matières premières jusqu'à notre territoire national. Donc il faut que le stock soit constitué sur le stock national et il faut qu'il soit à la disposition de l'État, c'est-à-dire qu'il ne soit pas à la disposition des opérateurs privés. Donc nous, en tant qu'opérateurs privés, on pense qu'on a un rôle important à jouer dans la constitution, dans la gestion, dans la suivi de ce stock, mais la disposition doit être entre la main d'opérateurs publics. Donc là, on va vous présenter quelques expériences internationales. Donc Hicham va se charger de vous présenter les expériences.
sur ce stock stratégique au niveau international. Oui. Alors, en fait, au niveau expérience internationale, on a pris 4 expériences. Le but, c'est d'avoir des expériences complémentaires et de voir qu'est-ce qu'on peut en retenir. La première, c'est sur la partie Asie du Sud-Est. Après, on a pris les États-Unis, la Suisse et les pays de CEDEAO. Alors, sur la partie CEDEAO, je vais avancer assez rapidement. Parce qu'effectivement, ça passe pour du stockage stratégique, mais en réalité, c'est une captation de subventions pour stabiliser des personnes dans une région donnée. Et donc, en fait, on parle de partenariats internationaux sur un enjeu de financement et de poser des réserves physiques et des réserves financières dans des régions données. En fait, ce n'est pas l'exemple le plus pertinent sur lequel on peut construire une réflexion pour notre besoin marocain. Alors, l'autre exemple, il est américain. On a longuement parlé du pétrole et Eric, ce matin, il a parlé effectivement de tout le choc pétrolier qu'on a connu. En fait, depuis les États-Unis, ils sont dans une logique de réserve pétrolière. Donc, on parle d'Oklahoma caching et en fait, on a de vraies réserves pétrolières. Et à partir de ces réserves, l'État, donc on parle bien de l'État, en fait, c'est l'État qui constitue des réserves. Et les constitue à la fois domestiquement, en fait, par des achats, mais aussi peut le constituer par des importations. Et après la sortie de ces réserves, elle se fait dans une logique de régulation du marché. Mais en fait, ce n'est pas une logique de réguler les prix, c'est une logique de réguler des chocs d'approvisionnement ponctuels. C'est-à-dire que si à un moment donné on a un ouragan et qu'il y a un souci d'approvisionnement, on va libérer des réserves le temps que. Et en fait, cette libéralisation des réserves se fait souvent par échange. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous donner du pétrole tout de suite pour le redonner dans 2 semaines, dans 3 semaines. Il y a des cotations parce qu'on parle d'appel d'offres. Et effectivement, c'est comme ça que c'est géré. Bon, bien sûr, le niveau de stockage pétrolier est suivi de très près aux États-Unis, c'est une indication. Et donc, c'est suivi dans ce sens. À retenir qu'on n'est pas dans une logique de prix. Comme a dit Amal tout à l'heure, le but, c'est de faire face à des situations exceptionnelles où on a un problème d'approvisionnement. C'est-à-dire que l'État, son besoin premier, c'est de remédier à ce type de situation. Et après, si elle peut le faire aux meilleures conditions financières, bien sûr, elle va optimiser. Alors, après, on regarde le modèle suisse, très intéressant, d'accord, parce qu'il est assez complet et parce que, en fait, il repose sur un fonctionnement intelligent entre l'État et les opérateurs privés. Donc, pas n'importe quel opérateur, donc on parle d'opérateurs éligibles, c'est-à-dire qui remplissent quand même un certain nombre de critères, en l'occurrence des capacités de stockage notamment, et des capacités financières pour être crédibles. Et en fait, le secteur public va ordonner ce stockage, et c'est assumé, porté par un certain nombre d'opérateurs. Et après, en fait, ils ont une gestion assez fine et qu'on va retrouver en fait dans toutes les questions qu'on va se poser. Il y a une gestion du financement, d'accord, parce qu'effectivement, le privé achète, mais il faut qu'il puisse financer. Et donc là, il y a des fonds de garantie pour pouvoir le faire. Il y a une gestion du coût de stockage, parce que stocker de la marchandise, ça coûte. Ça coûte immobilisation de la compte-valeur en argent, mais ça coûte aussi, en fait, logistiquement parlant. Donc là, il y a des indemnités dans ce sens. Et en fait, toute la chaîne est organisée pour qu'à la fin, en fait, ça fasse partie du coût additionnel dans le prix payé par tout le monde. C'est-à-dire que cette logique de stockage, aujourd'hui, elle fait partie de tout le paysage et en fait, ça donne un buffer pour éviter en fait, de subir des chocs. Et eux, en fait, ils ne sont pas uniquement sur le blé, ils sont sur un certain nombre de produits. Et donc, c'est une logique très développée. Alors, après, bon là c'est la gouvernance, effectivement, bon, c'est assez installé. Il y a toute une gouvernance pour supporter ces éléments-là, l'approvisionnement, mais à ce stade, j'ai envie de retenir que tout l'appareil étatique est engagé dedans, et à la fin, le stock est porté par le privé dans des conditions qui peut porter, ça veut dire
une indemnisation du stockage et aussi une facilité d'accès au financement. Le modèle chinois, très pertinent, au moins de par leur taille et leur taille relative sur les marchés matières premières. Alors, bien entendu, le modèle chinois, on ne peut pas avoir toute l'information, mais déjà, en fait, on a une logique. Donc, la première logique, en fait, c'est tout le véhicule d'approvisionnement. Donc, il y a COFCO International, plus toutes les acquisitions qu'ils ont faites. Et après, effectivement, il y a cette notion de stockage, et on va libérer le stock déjà pour réguler les prix sur le marché national. D'accord? Mais ça, on le retrouve dans plusieurs pays, c'est-à-dire quand la Russie freine les exportations et des quotas, la priorité pour elle, c'est le prix sur son marché. D'accord? C'est-à-dire quand le marché s'envole, on freine les exportations. Et nous, on a vu ça sur la tomate, on a vu ça sur d'autres produits. Et le deuxième point, c'est porté par l'État, donc c'est vraiment l'administration étatique qui va agir sur des produits. Moi, je me rappelle à un moment donné où la Chine avait mobilisé un gros montant de ses réserves de change pour dire « Ok, je vais me porter acquéreur d'un certain nombre de produits de première nécessité et je vais les stocker ». Comme là, quand on anticipe Trump avec des barrières tarifaires, ben en fait, on va voir la Chine qui va renforcer ses importations de soja, un certain nombre de produits. Et ça, ce sont des décisions étatiques, stratégiques, donc en fait, qui sont gérées par l'État. Alors, voilà pour un certain nombre de modèles. Si je dois résumer, en dehors de la Chine, les États-Unis, en fait, le modèle suisse, c'est quand même un modèle qui repose sur une conjugaison d'efforts entre l'État et le privé. D'accord? Donc ça, c'est pertinent, et ça s'installe dans la continuité, de 1. La plupart des modèles, la priorité n'est pas de réguler les prix. La priorité renvoie à la définition qu'a faite Omar tout à l'heure du stock stratégique. Donc le stock stratégique est là le jour où, même si on a tout l'argent du monde, on veut s'improviser, on ne peut pas. Parce qu'il y a un problème portuaire, parce que climatique, et ainsi de suite. Et ça pousse le raisonnement beaucoup plus. C'est que ce stock stratégique, en fait, il doit être logé où? Est-ce que si j'ai un énorme stockage stratégique à Casablanca, est-ce que c'est suffisant pour les besoins de Terre-Audin, ou d'Agadir, ou de Tanger? Et donc, en fait, ça pousse vraiment le raisonnement. C'est-à-dire, le raisonnement, c'est je dois avoir un stock pour répondre à un besoin ponctuel de problème d'approvisionnement, avant d'aller sur le ban russe, et ainsi de suite. Et donc, en fait, et c'est une logique étatique, souveraine, donc ça doit être installé avec beaucoup de rigueur et dans la continuité. C'est le besoin premier. On parle aussi de stock régulateur, c'est pas l'objet, je passe au contrôle de la marge, c'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Et certains peuvent poser des stocks, quand les prix flambent, on va libérer les stocks. Mais c'est pas l'objet. En tout cas, aujourd'hui, on parle de stock stratégique au sens volume. Voilà, alors je repasse la parole à Romain. Merci Hicham. Donc effectivement, pour le stock stratégique, il s'agit de concilier les exigences de l'État et les exigences de l'exercice de la libre concurrence, qui vont nous permettre de diminuer le coût et de profiter d'un secteur qui s'est développé pendant toutes ces années et qui peut acheter au moindre coût. Donc on s'est posé un certain nombre de questions qui sont qui assure l'achat, qui assure le financement, qui assure le stockage et qui assume le risque de prix. Donc pour la première question, qui assure l'achat, nous pensons que le secteur privé que nous avons, il est très pertinent, il peut assurer l'achat et la logistique et la mise à disposition de ce blé tendre ou de ces céréales ici au Maroc à travers l'importation et la mise à disposition dans des conditions que nous allons vous présenter un peu plus tard. Donc voilà, on a fait un petit benchmark et on se rend compte qu'ici on arrive à acheter au Maroc à des coûts qui sont très très compétitifs parce que justement la compétition elle a été instillée depuis un moment au Maroc et que le privé arrive à avoir le meilleur rapport qualité-prix, les meilleures conditions de financement, les meilleures conditions d'achat. Et donc, nous pensons que le secteur privé est le mieux à même d'effectuer les achats pour les mettre à disposition de ce stock-là, dans des conditions qu'on vous explicitera un peu plus loin. Donc ensuite, qui assure le financement? Toujours dans la même optique d'avoir les meilleurs coûts possibles. Et là, c'est Charles Taref qui va
gérer ce point-là. Merci. Merci Hamza pour cette journée. Alors, pour répondre à la question de Romain dans ce sens, effectivement, alors, je pense qu'aujourd'hui, la situation au Maroc fait que les engagements du secteur bancaire dans le financement du secteur ne sont plus élastiques, ou du moins ne sont plus extensibles, vu les besoins et la volatilité du secteur aujourd'hui. Je voudrais étaler avec vous un outil financier qui a commencé à se développer depuis quelques années maintenant, et puis qui commence aussi ses premiers pas au Maroc. C'est, comme est appelé Hicham, c'est une boîte à outils financière aujourd'hui qui s'articule autour de tout ce qui est trade finance. Donc c'est tout ce qui est CMA et SMA. Et pour simplifier, c'est en fait un outil qui permet à l'acheteur et au vendeur de mettre en place un ensemble de garde-fous pour transformer le stock en actif mobilisé qui est finançable, en quelque sorte. Donc, pour schématiser, c'est le vendeur aujourd'hui qui met en place un stock qui va être financé par la banque via ce mécanisme-là. Donc le stock il est contrôlé par une société de surveillance et il devient à ce moment-là un collatéral qui permet à la banque de mobiliser des financements en faveur de l'acheteur. C'est un outil qui commence à devenir de plus en plus utilisé dans le commerce des commodités et tout spécialement dans le commerce des céréales depuis quelques années et qu'on commence à voir au Maroc. Alors si on rajoute par rapport à l'aspect surveillance, si on rajoute un ensemble d'outils dont on va parler tout à l'heure par rapport à notre vision de constitution d'un stock stratégique, ça nous permettrait de garantir trois éléments essentiels de ce stock qui sont la disponibilité, l'intégrité du point de vue physique et du point de vue qualitatif du stock, et un troisième pilier aussi, c'est de maîtriser la volatilité de ce stock. Donc aujourd'hui, si on maîtrise ces trois éléments-là, je pense que ça pourrait amener à mobiliser des financements beaucoup plus facilement pour ces stocks. Donc voilà, c'est un peu le concept, et c'est quelque chose qui est de plus en plus faisable, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays. Merci. Merci Sharaf. Donc ensuite, on s'est posé la deuxième question. Donc ça va nous permettre d'assurer un financement au moindre coût possible. Donc la troisième question qu'on se pose, c'est qui assure le stockage, et c'est Hassan Hamdi qui a étudié la question. Merci Hassan. Merci Omar. Alors qui assure le stockage, un peu comme l'achat, le stockage doit être assuré par les opérateurs privés, avec une indemnisation de l'État qui rétribue un peu les différentes charges liées à ce stockage. Alors aujourd'hui, les capacités de stockage qui sont installées ne suffisent clairement pas à assurer un stockage de sécurité, un stockage stratégique de sécurité. Donc, mais ils peuvent représenter une bonne base pour démarrer ce chantier. Voilà. Et avec bien sûr avec l'objectif, dans le cadre d'une certaine feuille de route, pour pouvoir les développer et les élargir, donc, selon un contrat de programme qui serait à dérouler avec l'État. Des mesures adéquates doivent être prises par l'État pour favoriser le développement de ces capacités, au rythme qui est souhaité par l'État et avec le volume qui est également souhaité par l'État. Alors, en ce qui concerne la répartition un peu des capacités de stockage existantes,
Alors, toutes ne sont pas. Alors, les capacités de stockage existantes n'ont pas été conçues pour répondre à ce besoin de stockage stratégique. C'est principalement, elles ont été développées par des opérateurs privés pour des besoins privés. Et donc, elles sont aujourd'hui situées à 50% dans la zone de Casablanca, dans la région de Casastad et Fès-Meknès, donc avec une certaine disparité. Donc, cette capacité aujourd'hui, d'après les derniers chiffres, on est aux alentours de 67 millions de quintaux. Donc, en intégrant les minoteries industrielles, les unités d'aliments composés et les organismes stockeurs. Pour les organismes stockeurs, on est autour de 46 millions de quintaux, et donc avec là aussi une certaine disparité en fonction de la typologie. Donc, à peu près sur les 46 millions de quintaux, on a à peu près 15 millions qui sont sous forme de silos de stockage, et le reste, donc une trentaine de millions, qui est sous forme de dépôts, de magasins, qui ne répond pas forcément à toutes les caractéristiques pour pouvoir assurer un stockage dans les meilleures conditions, qui sont en termes de traitement, et puis surtout pour assurer une certaine continuité de la qualité et de garantir la qualité à la sortie du produit tel qu'il a été stocké en amont. Alors, pour le développement des capacités de stockage, en premier lieu, il s'agit de réfléchir surtout à une couverture nationale, donc cible des capacités, et qui doit répondre également à deux logiques complémentaires. Une bonne couverture des zones portuaires, pour ce qui est des matières qui sont importées, mais également une couverture dans les zones de production. Et c'est très important, avec des stockages de proximité pour pouvoir améliorer la chaîne de valeur et puis la commercialisation de la production locale, qui, à notre sens, doit être véritablement le premier pourvoyeur, en tout cas pour le détendre, de ce stockage stratégique. Alors, le stockage de proximité, qu'est-ce qu'il permet? Il va permettre une amélioration de la conservation de la qualité, une homogénéité des grains, avec le travail qui est fait aujourd'hui par les organismes stockeurs, qui ont développé un savoir-faire qui doit être mis à la disposition de l'État pour pouvoir assurer cette qualité. Une amélioration des conditions de commercialisation avec une réduction du nombre d'intermédiaires et donc forcément des prix à la sortie qui sont plus intéressants, et aussi une optimisation des coûts logistiques par la massification des flux. Donc par la suite, donc là, le stockage stratégique, c'est une opportunité pour développer le stockage de proximité. Et puis ces deux types de stockage sont différents, et chacun répond à des normes spécifiques. Alors, en second lieu, pour développer des capacités additionnelles de stockage, alors l'État peut introduire sur une période qui serait prédéfinie, certaines mesures incitatives qui sont listées, qui ne sont pas exhaustives mais comme par exemple l'exonération des droits de douane, l'exonération de la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des organismes stockeurs ne sont pas producteurs de TVA, donc toute la partie TVA est supportée intégralement par les organismes stockeurs sans pouvoir bénéficier de la déductibilité de la TVA. Et puis des amortissements fiscaux supplémentaires, également d'autres mesures incitatives, alors qui peuvent être financières ou même d'ordre administratif. Je cite quelques exemples à titre peut-être anecdotique, mais juste aujourd'hui pour mettre en place, pour installer ou développer des silos de stockage, on est sur des normes techniques qui vont nécessiter des hauteurs, par exemple, qui vont aller au-delà de 24-25 mètres. Et donc là, aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation urbaine, on n'est pas outillé pour pouvoir développer d'une manière assez fluide des capacités de stockage à un rythme intéressant. Ensuite, on a essayé donc, à notre niveau, avec différents opérateurs, d'essayer d'évaluer un peu ce que coûtait le stockage. Donc, on arrive en moyenne à un coût qui est autour de 7,60 dirhams le quintal par an. Donc, avec
des charges mensuelles par quintal qui vont être liées au coût de l'infrastructure, avec son amortissement, les coûts directs de fonctionnement et les charges de structure, et des charges mensuelles donc, qui vont être liées à la mobilisation et à la conservation de la marchandise, donc, comme le coût de financement, la manipulation, la freine de la marchandise, les coûts d'assurance et le coût des traitements pour pouvoir assurer une qualité à la sortie équivalente à la qualité à l'entrée. Et puis en intégrant également la marge de l'opérateur, on est sur une indemnité de stockage qui est située entre 7 et 8 dirhams à peu près, le quintal par an. Merci Hassan. Donc, pas de stock de sécurité sans infrastructure adaptée. Il faut, d'après nous, une politique concertée, volontariste, par exemple à travers des instruments comme la charte d'investissement qui soit réorientée ou d'autres instruments pour qu'on puisse avoir ces silos de stockage qui soient régionalisés, qui puissent accueillir le stock de sécurité, encore une fois à un meilleur coût et aux meilleures conditions. Donc, dans le stock de sécurité, on va rentrer des céréales à un moment donné et puis on va les sortir quelques mois plus tard. Et donc, là, ça subit un risque de prix, un risque de marché. Et donc, qui assume le risque de prix? Et là, Youssef Slimani va nous parler de cette question. Merci. Merci Omar, Hicham, Hamza, Haris. Alors donc je vais vous parler des risques de prix, en fait tout ce qu'on a déjà vu. Alors par rapport aux risques de prix, comme on sait, le stockage est sur des périodes qui peuvent être longues ou moins longues, et donc on est exposé à ces risques de fluctuation de marché, quel qu'il soit. La fluctuation des prix est quelque chose d'extrêmement d'actualité, comme on a pu le voir, spécialement dans le prix, avec depuis la guerre un prix qui, en l'espace de quelques mois, a pu doubler, comme nous allons montrer sur une part d'à peu près 100% d'augmentation du prix, qui peut aller bien sûr à la hausse comme à la baisse. Alors, juste pour montrer vite fait, ça c'est les fluctuations de 2008 à aujourd'hui sur les prix publics, Chicago et Natif. Et donc, bon, tout le monde connaît ces courbes. Et aussi, je voulais voir un petit peu l'indice de volatilité, le VIX, dont Eric avait parlé aussi brièvement en première partie. Alors, c'est certain qu'on n'est pas sur des volatilités comme le Bitcoin, à 75%, mais comme on a pu le voir, on peut avoir, pendant des périodes de choc, comme on va le voir par la suite, des volatilités à 40%, qui sont relativement intenables en termes d'appel de marge, etc. Alors pour la méthodologie choisie, on regarde la value at risk, qui est un indicateur de risque assez parlant, qui est aujourd'hui utilisé dans tous les secteurs, que ce soit l'aéronautique, que ce soit au niveau bancaire. L'avantage, c'est qu'il peut se faire sur des sous-jacents comme sur des portfolios. Donc pour nous, c'était un petit peu la méthode la plus appropriée pour nous donner des chiffres concrets. On va la regarder sur une période de 5 ans, 10 ans, un historique de 5 ans, un historique de 10 ans, et aussi sur les différents chocs que l'on a pu voir. Les stocks stratégiques dont nous parlons sont sur des périodes de 3, 6, pouvant aller jusqu'à 9 mois sur les différents exemples qu'on a vus. Donc c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter tout de suite. Les composantes de la VAR, donc la value at risk, est sur le FOB, le fret, mais aussi sur le futur. Mais on verra que le futur est la partie la plus prédominante. Donc là, sur ce qu'on va voir, c'est sur le Matif, les Euronext en euros de la partage. Alors voilà, donc la value at risk, comme je vous l'ai dit, ça représente la perte potentielle maximale qui devrait être atteinte avec une probabilité donnée, ici qu'on va calculer à 5%, sur un horizon donné. On va voir de 3, 6 mois et 9 mois. Donc, il permet de mesurer ce niveau de risque. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons l'avoir sur un historique de 5 ans, un historique de 10 ans, allant sur une période de 3 mois, 6 mois et 9 mois. Comme on peut le voir ici, dans nos deux exemples, plus la période est grande, donc entre 3 mois et 6 mois, et plus le risque est important. Ici, ce risque est calculé en quintal par dirham,
Donc ici, ça nous fait du 12 $ par tonne métrique, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le quintal, 9 $ par tonne métrique. Plus la période est longue, plus le risque est, disons, moindre. La période est donc plus lissée sur cette période-là. Donc ici, comme je vous l'ai dit, nous voyons la perte max. Je vais continuer, voilà, en prenant, comme je vous l'ai dit, sur des périodes de choc que l'on a vécues ces dernières années, allant de 2010 à aujourd'hui. Sur 2010, qui était le ban russe, comme je vous l'ai dit, en 3 mois à 6 mois, nous avons vu des valeurs allant de 8 $ la tonne jusqu'à 15 $ la tonne. Sur la période 2012, la sécheresse aux États-Unis, toujours sur le blé natif, on est parti sur une période, sur un risque à 10 $ la tonne jusqu'à 17 $ la tonne. Plus récemment, en 2018, 7 $ la tonne jusqu'à 13 $ la tonne. Comme vous avez vu, on peut voir que ces risques peuvent presque doubler en passant de 3 mois à 9 mois. Et plus récemment, sur la guerre russo-ukrainienne, on est passé, le risque était d'arriver 11 $ la tonne jusqu'à 20 $ la tonne sur une période allant de 9 mois. Donc ça, c'est pour montrer que si on décide d'aller sur des stocks stratégiques de 3 mois, ou bien 6 mois ou 9 mois, le risque marché, donc le risque prix, peut énormément varier, avec une période plus longue, ayant plus de risques. Pour la conclusion, c'est pas pour stresser tout le monde, mais heureusement ces risques sont gérables. Ils ont un coût. Et plus la période est longue, et plus ce coût devient important. On a pu le voir avec les chocs, qui sont aussi, comme l'a présenté Hicham dans la première partie, depuis 2008, on en a vécu énormément. On en vit de plus en plus, ils sont plus rapprochés. Si on parlait d'une période avant les années 2000, il y avait aussi des risques, des chocs, mais qui étaient beaucoup moindres. Aujourd'hui, on en vit de plus en plus avec des intervalles, disons, plus ou moins rapprochés. 2020, 2022, 2024, on n'a encore rien vu, et 2025, qu'est-ce que ça nous prépare? Sur une petite remarque, donc, comme on a pu le voir, le plus gros du risque est sur les futurs, donc les contrats à terme, qui sont beaucoup plus gérables que le fret ou le FOB notamment. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des risques importants qui coûtent beaucoup d'argent. Cependant, ils sont gérables avec tous les outils aujourd'hui qui sont permis d'être faits au Maroc, comme sur les options, sur les futurs, sur tout ça. Et donc, ils permettent de réduire ce risque et cette exposition à ce risque-là. Mais malheureusement, ça, comme on l'a dit, elle a des coûts. L'opérateur aujourd'hui, sur des coûts plus ou moins petits, sur des petites périodes, si on devait aller sur des stockages plus importants, il faudrait pouvoir faire supporter ces coûts. Merci. Merci. Donc, là, on a vu un petit peu qui est-ce qui était capable de faire quoi, notamment la gestion du stockage, la gestion du risque. Donc, il y a quelques questions supplémentaires qu'on s'est posées. Comment se conjugue ce stockage stratégique avec le pilotage des périodes d'importation? Comment ce stock peut-il contribuer à une plus grande valorisation du blé de production locale? Comment ce stock peut ne pas impacter négativement la qualité importée? Et on a essayé d'apporter quelques réponses. Donc, nous, on pense déjà que le stock stratégique, ça doit être un outil de gérer la production nationale, puisque c'est un débouché naturel et prioritaire pour la production nationale, qui doit pouvoir trouver sa place dans les achats que l'État va faire sur ce stock stratégique. Donc, nous, on pense que le stock doit être ordonné par l'État, régionalement ou d'une manière centralisée, et il doit être rendu dans les unités de stockage. Donc l'État va lancer un système, à travers un système électronique d'appel d'offres, auquel vont répondre les opérateurs, et donc ils vont pouvoir soumissionner et répondre pour vendre ce blé sur le stock stratégique.
Donc il faut que les appels d'offres soient réguliers pour ne pas perturber les approvisionnements et pour que l'approvisionnement soit fait de manière discrète sur le marché. Donc le financement, on souhaiterait avoir une garantie de l'État, mais ce n'est pas obligé. Si on a les instruments adaptés pour rassurer les banques et les créanciers sur la disponibilité du stock et sa liquidité, donc on devrait avoir les meilleurs systèmes de financement à travers un CMA ou un SMA. Et on peut avoir un contrat-programme entre l'État, la FNCL et le GPPM pour avoir les meilleures conditions de financement. Ensuite, qu'il y a sur le stockage, nous pensons que les privés ont l'expérience de gérer le stockage délocalisé, comme c'est le cas déjà aujourd'hui. Donc on pense qu'on devrait perpétuer le stockage tel qu'il est géré aujourd'hui. Donc ensuite, pour gérer le risque de prix, donc de la même manière que les opérateurs ils vont rentrer avec un prix défini, c'est-à-dire que l'appel d'offres se fait avec un différentiel de prix entre un prix cible, par exemple 270 dirhams, que les organismes financiers s'engagent à financer. On va sortir avec le même prix cible de 270 dirhams, et donc les opérateurs vont répondre en différentiel par rapport à ce prix, en plus ou en moins, en fonction du marché. Et donc, les sorties se font de manière graduelle. Elles se font suffisamment en amont de la récolte pour pouvoir faire la place au stock national. Et donc, il faut qu'on établisse aussi des instruments pour garantir la qualité, parce qu'aujourd'hui, la qualité exigée sur le marché est une qualité assez importante, et on a mis beaucoup de temps à construire cette qualité-là, donc il faut la garantir aux clients de tous ces systèmes-là qui sont les moulins. Et donc, on va établir un cahier des charges avec un minimum de spécifications. Voilà. Donc, la valorisation du blé local, elle se fera facilement parce qu'elle doit trouver sa place dans ce système de stock de sécurité en priorité. Et puis ensuite, il faut penser à des systèmes de coupage pour garantir la qualité. Donc, c'est un mécanisme de soutien à la collecte nationale. Voilà, donc si jamais on ne trouve plus, on peut imaginer, bon ça c'est des spéculations qu'on a faites pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer, donc on peut imaginer que si au bout d'un certain nombre d'appels d'offres, on ne trouve plus de blé local, donc à ce moment-là c'est la bonne période pour ouvrir le stock de sécurité au blé à l'importation, donc ça permet aussi d'avoir une bonne visibilité et une bonne liquidité sur le marché national, que ce soit pour le blé local ou pour le blé importé. Donc ça permet une meilleure valorisation du blé local et une meilleure optimisation des importations, parce que ça va nous permettre aussi de profiter des périodes de récolte qu'on a sur le marché mondial, notamment en Russie, mais aussi dans tout l'hémisphère nord. Ce sont généralement des mois où on est absent du marché international parce que il y a la récolte nationale et qu'il faut travailler sur la récolte nationale. Donc ça, c'est un système qui permet à la fois de profiter de la récolte nationale, mais aussi de profiter de ces opportunités de prix. Donc le schéma suggéré, c'est qu'il faut lancer des consultations qui soient par exemple hebdomadaires ou par quinzaine, par région. Donc les gens répondent avec un prix cible de 270 dirhams. Donc les gens y répondent en disant qu'on va vendre à 270 plus 10 dirhams ou 270 moins 10 dirhams. Les quantités doivent être faibles et régulières. On n'oublie pas que les céréales, c'est un stock qui doit être renouvelé régulièrement pour pouvoir garder sa qualité. Donc on doit pouvoir favoriser le blé local ou le blé import en fonction des périodes que l'on cible. Donc pendant la période de blé local, on oriente les appels d'offres uniquement sur le blé local. Ensuite, on fait un cahier des charges assez strict pour pouvoir garder la qualité. Et puis, on fait un cahier des charges aussi pour le blé à l'importation. Les opérateurs sont les propriétaires du stock, donc ils peuvent le financer. L'État indemnise le stockage pour garantir le système et puis pour garantir la pérennité du système. Le stockeur, comme c'est le cas déjà aujourd'hui, garantit le risque de qualité. C'est le cas aujourd'hui pour les programmes nationaux de collecte et de conservation que nous avons aujourd'hui. Donc, on a notre financement parce que les financiers sont rassurés sur les quantités et les qualités et la liquidité et le prix. Donc, ils ont toutes les assurances qui leur permettent d'avoir le financement au meilleur coût.
Ensuite, on peut imaginer un processus d'échange entre les stockeurs, s'ils sont dans des régions différentes, ou s'ils veulent importer, ou s'ils veulent échanger le blé pour d'autres qualités. Donc on peut imaginer une bourse pour avoir un échange plus fluide. Donc voilà, pour le déstockage, c'est à peu près la même chose. Donc pour le déstockage, on vend sur le marché et les gens répondent avec un différentiel de prix. Donc ils payent 270 dirhams directement à l'opérateur, et puis le reste c'est payé à l'État. Donc l'État perçoit la différence entre 270 dirhams et le prix vendu, ou alors paye la différence entre 270 dirhams et le prix acheté. Donc pour l'État, le coût pour l'État, c'est uniquement ses valorisations à l'entrée et à la sortie et le coût de stockage. Et bon, comme le blé, il monte et puis il descend, une fois que l'État est engagé dans ce programme avec une quantité stockée, au final, on estime que le coût va se résumer au coût de stockage, puisque l'État va gagner à chaque fois que le blé va monter, et puis évidemment va perdre à chaque fois que le blé va baisser. Et donc, le coût global pour l'État, ça devrait être uniquement le coût de stockage. Donc voilà, donc là ça va nous permettre de gérer les sorties pour optimiser la collecte, comme je vous ai dit, faire la place pour la collecte, gérer les sorties pour optimiser la qualité, un droit de préemption, le stockeur, quand il a son droit de sortie, il peut choisir à qui il veut le vendre. Donc voilà. Donc le coût, l'optimisation des paramètres ressort un risque totalement maîtrisé pour l'État qui assumera par ailleurs les indemnités de stockage. Donc l'algorithme digitalisé de décision tiendra compte des éléments suivants. Donc on a une plateforme de consultation digitalisée, un processus encadré par des éléments réglementaires, une fourchette cible de stockage stratégique. Donc on vise une quantité ou un nombre de mois de stockage, une anticipation, donc on sait très bien si jamais on va avoir une récolte plus ou moins importante, donc ça nous permet de sortir plus ou moins de blé. Il va y avoir, en fonction des volumes mensuels d'écrasement, en fonction du volume d'intégration du blé dans l'écrasement, du volume local, donc ça permet aussi de piloter le découpage du blé local, en fonction des prix offerts sur le marché, donc si les prix sont trop élevés, on peut faire des importations, en fonction de la lecture que l'État a du marché, donc en fonction du scoring aussi sur les éléments logistiques, en fonction de la rotation des stocks, donc, et en fonction de la quantité de stock nécessaire dans les silos, et puis en fonction du reporting de pilotage. Donc voilà un petit peu les éléments de réflexion. C'est vrai que c'est complexe, mais c'est une réponse. C'est un premier pas qu'on a construit avec le cabinet Harris qui nous a aidés dans cette démarche pour avoir une base de discussion et puis pour enclencher les discussions pour arriver à un instrument qui nous semble nécessaire pour pouvoir justement dépasser les risques que l'on pourrait avoir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup de questions. Alors moi, je vais rajouter juste un point sur ce dernier point, la question du coût pour l'État. Parce que, effectivement, quand on voit le modèle, il est assez harmonieux. On dit, bon, tout à l'heure, Youssef, il a montré des risques qui peuvent paraître énormes, et on dit, mais qui va assumer ces risques? À la demande de la FNCL, on a fait un backtest en intégrant ces données, donc on a vraiment développé un algorithme, on l'a backtesté sur le passé. Alors on confirme que pour l'État, le risque, le coût, il est largement maîtrisable, voire converge vers zéro. Je dis bien le coût en termes de risque de prix. Ça veut dire que tout ça peut se résumer à assumer le coût de stockage. Les fameux chiffres qu'a avancé tout à l'heure Hassan, plus ou moins quelque chose, mais en tout cas, c'est-à-dire que sur un marché volatile, quand moi je suis État et je pilote tous ces paramètres et je jongle à la fois entre le blé local et le blé import, et j'ai en fait la main idéalement chaque semaine pour lancer des appels d'offres, d'entrée et de sortie, à la fin en fait je nivelle le coût vers zéro. Et ce modèle, on le voit en fait, là on est en train de parler de physique, mais ceux qui gèrent des portefeuilles en fait, d'instruments financiers, il y a des modèles qu'on appelle le delta neutre qui agissent sur le marché tout le temps pour balancer le risque, et à la fin le coût il est de zéro. C'est-à-dire que même s'il y a des gros mouvements sur le marché, on va rester dans le même système qu'aujourd'hui. Si le blé coûte $400, bon, l'État
met la main à la poche pour le ramener à l'équivalent de 270 dirhams, parce que ça ne change pas. Autre chose, tout ce qui est valorisation du blé local. Ce qui est proposé est un système beaucoup plus puissant que ce qui est fait aujourd'hui. Parce que quand on met des capacités de stockage énormes et on les vide et on dit la priorité est au blé local et on lance des appels d'offres massifs pour collecter n'importe quel grain dans n'importe quelle région, pour l'agriculteur, parce qu'à la fin, tous les modèles qu'on discute sont là pour protéger l'agriculteur et le consommateur. Le reste, il opère quelque chose de relativement harmonieux pour que ça s'installe dans le temps. Mais pour l'agriculteur, c'est la meilleure vraie garantie. C'est une garantie beaucoup plus forte que d'inviter les gens à aller collecter. Parce que là, il y a de vrais appels d'offres et on collecte. Et on collecte massivement. Bon, bien entendu, ici, je commence à multiplier les appels d'offres sur le blé local, il n'y a plus aucun grain qui se présente. C'est qu'a priori, il n'y a plus rien à vendre. Et donc là, on peut laisser la place au blé import. Surtout, comme a dit Omar, que souvent ça coïncide avec des périodes de grosses récoltes ailleurs, et donc c'est des périodes où le Maroc mériterait d'être présent sur la scène internationale. Donc, je voulais revenir vraiment sur ce dernier point, et pour reparler de ce backtest qui a été fait, pour confirmer que backtester avec un algorithme et tous ces facteurs, pour l'État, il s'agit d'un coût qui ne diffère pas du coût d'aujourd'hui, à coût de stockage près. Merci Omar.